Bonsoir Angélique Cauchy. Bonsoir. Merci d'avoir accepté l'invitation de Newsbox. Soyez la bienvenue. Vous publiez Si un jour quelqu'un te fait du mal aux éditions Stock. C'est votre histoire. C'est l'histoire d'Angélique, 12 ans, qui, on voit la photo, votre photo, lorsque vous aviez 12 ans. Angélique, 12 ans, qui a pour passion le tennis, pour entraîneur un prédateur. Pendant 2 ans, Andrew Gedz vous a agressé sexuellement, violé, des centaines de fois, torturé psychologiquement aussi. Et 20 ans plus tard, il a été condamné à 18 ans de réclusion criminelle pour ce qu'il vous a fait subir, à vous aussi, mais à Astrid également, Mathilde, Margot. Angélique, 12 ans, quand vous voyez cette photo, Angélique Cauchy, qu'est-ce que vous avez envie de dire à cette petite fille ? D'abord, je voudrais la remercier de s'être battue pour la vie et d'avoir fait en sorte qu'aujourd'hui, je sois adulte, je sois mère et que je sois devant vous ce soir. Je voudrais lui demander si, avec tout le courage dont j'essaye de faire preuve aujourd'hui, je suis à la hauteur du courage qu'elle a eu. J'espère que je vais la rendre fière avec ce que je fais pour essayer d'aujourd'hui protéger les enfants. Vous avez l'impression que vous êtes en train de la rendre fière ? Du moins, Vu le chemin parcouru, on va y revenir. Du moins, je fais tout mon possible. Chaque matin, je me lève en me disant qu'il faut que je sois quelqu'un de bien pour être à la hauteur de la chance qu'elle m'a donnée de vivre. Et parce que ce livre, c'est pour tous les enfants qu'on était hier, mais c'est pour tous les enfants d'aujourd'hui, c'est pour mon fils, c'est pour qu'il ne devienne ni victime, ni agresseur. J'invite vraiment les téléspectateurs et téléspectatrices à lire votre livre. Il est absolument bouleversant. On se prend, si vous me permettez l'expression, en pleine gueule. À la fois les horreurs que vous avez subies, que vous racontez sans détour, les conséquences, les ravages sur vous, sur votre famille, le poids du silence, le poids de la culpabilité, ce qui paraît dingue, hein. On a l'impression d'une inversion des responsabilités dans tout ça, la lâcheté de la société aussi. On se prend aussi en pleine gueule votre immense courage, Angélique Cauchy, il faut bien que je vous le dise quand même, et la puissance de l'amour pour votre femme, Perrine, et pour votre fils, Milo, évidemment. Comment vous allez aujourd'hui ? Aujourd'hui, je vais bien. C'est récent. J'aurais pas pu dire ça honnêtement il y a 1 an et demi. Mais aujourd'hui, par le travail que j'ai fait, par le travail que la société fait pour reconnaître davantage les victimes, par la libération de la parole et aussi malgré tout par tout le retour que je peux avoir à chaque fois que je prends la parole avec l'association Rebond pour sensibiliser à travers la France, toute cette force que les gens me donnent me permet de continuer et de me réparer petit à petit. Et puis en même temps, je suis tellement reconnaissante de pouvoir en être là. Donc je sais que finalement, j'aurai peut-être 2 morts et c'est une chance. Je suis un petit peu morte à 12 ans, mais aujourd'hui, je sais que ma vie, il faut que je la vive à fond. Parce qu'à 12 ans, je pensais que la vie valait plus rien. Alors aujourd'hui, je sais que rien ne vaut la vie. Écrire ce livre et en parler, notamment sur les plateaux télé comme ce soir, ça participe de votre reconstruction ? Oui, complètement. Et sincèrement, je ne pensais pas autant que ça allait être thérapeutique pour moi. Je l'ai écrit surtout parce que j'ai eu beaucoup de retours de la société suite à mon audition sur la commission des défaillances des fédérations sportives il y a 1 an. Il y a 1 an, oui. Et j'ai compris à ce moment-là que la société avait besoin d'entendre. Et je me suis dit que c'était mon devoir de mère, de prof, de citoyenne. Et puis... Vous êtes prof de PS. Exactement. J'ai choisi ce métier justement aussi parce qu'il m'est arrivé ça, parce que je voulais devenir une adulte bienveillante qui aide les élèves à se construire et à s'épanouir. Et puis finalement, en écrivant ce livre, je me suis rendu compte que ça me permettait de mettre de la distance entre les émotions et les faits. Et aujourd'hui, je peux en parler sans être terrorisée, sans me reconnaître dans cette petite fille de 12 ans. Et donc, c'est une grande chance. Et aussi, ça me permet, parce que je suis hypermnésique, de me donner le droit à l'oubli, parce que je sais que c'est écrit et que c'est là. Le titre de votre livre, Si un jour quelqu'un te fait du mal, fait référence à une phrase. En fait, c'est le début d'une phrase prononcée par votre père quand vous étiez enfant, vous et votre petite sœur. Vous pouvez nous parler de cette phrase qui vous a suivi, en réalité même poursuivi ? Oui, ce titre, il a 2 raisons. La première, effectivement, c'est cette phrase que disait toujours mon père: si un jour quelqu'un vous fait du mal, j'attendrai pas que justice soit faite, je lui mettrai une balle entre les 2 yeux, quitte à prendre 20 ans de tôle. Mon père qui était policier, qui parlait peu parce qu'il était du nord de la France et assez taiseux.
j'avais tendance à encore plus le croire. Et avec ce risque que je prenais en parlant d'envoyer mon père quelque part en prison, ma mère qui était assez fragile psychologiquement en hôpital psychiatrique et ma petite sœur de 10 ans au foyer, c'était prendre le risque de détruire ma famille. Alors j'ai fait ce choix de ne pas parler pour les protéger, mais je sais aussi qu'à ce moment-là, j'ai fait le choix de ne pas sauver les autres. Et ça, Astrid, Mathilde, Margot. exactement. Et je sais aujourd'hui que c'est le mauvais choix. Parce que tous les jours, j'ai cette culpabilité de me dire que je ne les ai pas sauvés en faisant ce mauvais choix. Ça ne bougera pas. J'espère que chaque jour, en faisant ce que je fais pour essayer de protéger davantage les enfants d'aujourd'hui, cette culpabilité s'estompera et elle s'est déjà largement estompée. Mais c'est aussi cette phrase, si un jour quelqu'un te fait du mal, finalement, c'est cette phrase que disait mon père, mais que disent tellement de parents en pensant protéger. Ça peut prendre différentes formes, ça peut être je lui arracherai les yeux, si quelqu'un touche à tes cheveux, je l'égorgerai de mes mains, peu importe ce qui est la fin de la phrase. On pense faire une preuve d'amour, mais en fait, on crée le silence parce que la première chose que veut faire l'enfant, c'est protéger sa famille. Et donc finalement, cette phrase, il faut juste changer la fin. Si un jour quelqu'un te fait du mal, nous les adultes, nous t'écouterons, nous te croirons et nous te protégerons. La culpabilité, la vôtre, celle de votre entourage, de votre père, cette phrase que vous écrivez dans votre livre, « Je suis rentré dans la police pour protéger le citoyen, je n'ai même pas été capable de protéger ma fille ». Votre père s'est exprimé ainsi au procès de l'autre, comme vous l'appelez. Oui, je crois que c'est la phrase qui m'a le plus marquée du procès parce qu'elle est d'une violence inouïe et parce qu'elle vient de mon père qui s'exprime peu. Et j'étais persuadée qu'il serait incapable de pouvoir formuler une phrase à la barre à ce moment-là. Et cette phrase qu'il dit, elle est terrible et je pense qu'elle foudroie l'ensemble des personnes qui sont présentes à ce moment-là dans la cour d'assises. Et c'est effectivement à ce moment-là que je comprends et ressens toute la culpabilité, et plus que la culpabilité, la dévastation. Et finalement, je comprends à ce moment-là aussi que finalement, peut-être le plus mauvais rôle, la plus mauvaise place, c'est pas la mienne, c'est celle de mes parents, parce qu'en pensant ne pas réussir à me protéger, ils pensent avoir failli à leur premier rôle, celui de protéger son enfant. Alors ce livre, c'est aussi pour réparer... Vous parlez de votre père, vous parlez aussi de votre mère. Oui, évidemment, je parle de mes deux parents. Livre. Et j'espère que ce livre aussi permettra de leur faire prendre conscience qu'ils n'y sont pour rien et retirer aussi un peu de leur culpabilité. C'est un livre qui raconte l'emprise, le pouvoir que cet homme a eu sur vous, au point que vous n'avez pas pu le dénoncer pendant 15 ans. C'est d'une perversité folle. C'est-à-dire que dans votre cas, il était votre entraîneur de tennis, c'était un mélange d'admiration et de peur, et puis progressivement, vous êtes devenu sa marionnette, son esclave sexuelle. Oui, c'est ça. Ben, c'est le propre de l'emprise. C'est qu'au fur et à mesure, il prend de plus en plus de place, tant psychologique qu'en termes de temps. Et surtout, moi, j'ai de moins en moins de libre arbitre. Plus ça va et plus c'est lui qui pense pour moi et qui décide pour moi. Et finalement, à la fin, très rapidement, finalement, au bout de quelques mois, je suis son mini-lui, c'est-à-dire que je fais tout comme lui, je mange comme lui, je m'habille comme lui, je parle comme lui. Et à ce moment-là, je ne sais plus du tout qui je suis. Vous chiffrez beaucoup de choses dans ce livre. Vous avez développé un toc de comptage. 400 viols. Vous dites avoir subi 400 viols de la part de cet homme. Je parle de toc de comptage. Vous en parlez beaucoup dans ce livre. À un moment, vous écrivez 13 pas jusqu'à la barre au moment du procès. C'est toujours 13 pas depuis cette chambre à la Baule. Ces troubles-là, c'est une séquelle oui, c'est de ce que vous avez subi. J'ai développé ce toc de comptage parce que c'était la possibilité pour moi de maîtriser quelque chose dans une vie où je maîtrisais plus rien et de pouvoir m'ancrer dans le présent et de ne pas être sans arrêt en train de revivre le passé. Et finalement, c'était aussi le serpent qui se mord la queue parce que quelque part, à chaque fois que je me mettais à compter, je me mettais à repenser à ce que j'avais vécu et donc finalement, c'est sans fin. Aujourd'hui, j'ai moins ce toc de comptage. Aussi parce que je suis suivie depuis 1 an et demi par un psychiatre, ce qui n'avait pas été le cas pendant plus de 20 ans, et que j'ai beaucoup travaillé sur tout ça. Mais c'est une des séquelles et un des troubles parmi tant d'autres. Le déclic, c'est un coup de téléphone d'Astrid. Vous avez alors 27 ans. C'est fou le temps qu'il a fallu pour que se produise ce déclic et qu'ensuite, et ça ne s'est pas fait tout de suite, vous osiez
déballer toutes les horreurs. C'est d'autant plus fou que je suis quelqu'un d'extrêmement bavard dans la vie et que ça a surpris peut-être d'autant plus que c'était pas du tout dans mon caractère d'être quelqu'un qui ne parle pas. Ça prouve la force du silence aussi. Effectivement, à 27 ans, je reçois ce coup de fil d'Astrid qui est à 4 jours de sa prescription et qui a une connaissance de la loi et qui sait que pour elle, c'est maintenant ou jamais. Moi, parallèlement, j'étais en train aussi de faire de ce chemin. Je ne sais pas si j'aurais déposé plainte à ce moment-là ou si même je l'aurais fait ou jamais fait. Mais à ce moment-là, j'ai 27 ans et je suis professeure de PS et tous les jours devant moi, j'ai des enfants de 12 ans. Et je me rends compte à quel point c'est petit, à quel point on est malléable. Et surtout, je me dis quel genre d'adulte je vais être si je ne suis pas capable d'assumer ce que j'ai vécu pour faire en sorte que ça ne leur arrive pas à eux. Le procès, le match de votre vie, dites-vous, comme une métaphore, puisque je rappelle que vous êtes une ancienne joueuse de tennis, un procès public. C'était votre choix, parce que, et là je vous cite, parce que la porte de mon local technique était fermée, celle-ci sera grande ouverte, parce que personne n'a voulu voir, tout le monde saura, parce que l'on s'est tu trop longtemps. Aujourd'hui, je vais vous crier mon histoire. Vous regrettez que ce procès, certes public, n'ait pas été filmé, c'est bien ça ? Oui, je ne sais pas comment vous le savez, mais oui, effectivement, je le regrette parce que je pense qu'il aurait été très pédagogique pour la société pour comprendre plein de choses, comprendre comment se passe l'emprise, comprendre le rôle du témoin, comprendre le silence des victimes, comprendre la dévastation et les traumatismes que ça crée à la fois sur la vie des victimes, mais sur tous les dommages collatéraux, les familles, les amis, et même finalement ces personnes qui ont vu et qui n'ont rien dit et qui portent elles aussi cette culpabilité. Et parce que j'aurais aimé finalement qu'elle soit même montrée à l'école de magistrature pour leur faire prendre conscience de ce que sont les viols sur mineurs. En 2001, en 2021, Droguetz a donc été jugé, condamné à 18 ans de réclusion criminelle pour ce qu'il vous a fait, mais ce qu'il a aussi fait à d'autres très jeunes femmes. On les a citées tout à l'heure. Ce passage de votre livre, à propos du procès, sur le cri que vous poussez durant le récit de Margot à la barre. Un cri de mort, écrivez-vous. Je viens d'enterrer la petite fille de 12 ans que j'étais. Ce procès, en résumé, il fut quoi? Aussi violent que salvateur? Oui, c'est exactement ça. En fait, c'est 10 jours d'extrême violence parce que c'est 10 jours où je prends conscience, à la fois moi, ce que j'ai vécu, l'intensité de la violence que j'avais finalement minimisée pour survivre, aussi parce que c'est le moment où j'apprends tout ce que les filles ont vécu, mes co-victimes, parce que ça paraît fou, mais malgré le fait qu'on se soit écrit pendant tout le temps de la procédure, donc pendant 7 ans, tous les jours, eh ben, on n'avait jamais parlé de ce qu'on avait vécu chacune d'entre nous. Et donc, je me prends de pleine face toute cette violence qu'elles ont vécue et la culpabilité que je porte du fait de ne pas avoir parlé. Et d'autant plus lorsque c'est Margot qui est à la barre, parce que Margot, je m'identifie et je transfère beaucoup plus sur elle, parce qu'il l'a rencontrée au même âge que moi, parce qu'on a beaucoup de points communs. Et donc, quand j'entends tout ce qu'elle a vécu, à ce moment-là, j'ai tout qui remonte et effectivement, mon avocat me sort et dans cette salle des pas perdus, je pousse ce cri animal, à genoux, dans cette salle des pas perdus. Et à ce moment-là, j'ai la petite fille de 12 ans qui meurt. Mais en même temps, c'est étonnant parce qu'en même temps, c'est ce qui me permet de moi revivre. L'autre a donc, comme vous l'appelez dans ce livre, a donc pris 18 ans, été condamné à 18 ans de réclusion criminelle. Pardonnez-moi de vous poser cette question, mais est-ce que parfois vous pensez à sa libération, peut-être un jour? J'y pense tous les jours. Forcément que j'y pense tous les jours, parce que tous les jours et toutes les minutes, quasiment, je pense à ce qui m'est arrivé, puisque ça définit la personne que je suis devenue. Je sais aussi très bien qu'il ne fera pas 18 ans de prison, parce qu'il y aura des remises de peine, et c'est comme ça, c'est la loi, et parce que finalement, le but de la société, c'est de pouvoir le réintégrer. Et je le comprends, donc je sais qu'il fera certainement 12 ans. Donc je compte, et je me dis qu'il lui reste 7 ans, et que très probablement, il sortira de prison avant que mon fils ait l'âge que j'avais au moment des faits. Justement, votre fils, votre femme, Perrine, dans ce livre, on comprend aussi, et c'est un message d'espoir, il y a de l'obscurité, il y a aussi de la lumière, on peut se reconstruire, même si on ne guérit jamais vraiment totalement, néanmoins la force de l'amour dans tout ça. C'est très fort aussi ce que vous en dites dans ce livre. C'est presque une déclaration. Moi. Vous dites, Perrine, c'est celle qui m'a redonné goût à la vie. Rien que ça. Oui, j'ai de la chance. J'ai de la chance d'avoir dans mes nuits les plus noires eu des magnifiques étoiles qui m'ont permis à chaque fois de me guider et puis de croire que cette nuit sans fin allait finalement finir par s'arrêter. Et ça a été le cas. Et Perrine occupe une place énorme parce qu'elle m'a
à la fois redonné confiance en moi et en même temps, elle m'a montré que c'était possible d'avoir une relation équilibrée avec quelqu'un qui veut partager, qui cherche pas à dominer. Parce que finalement, je m'étais construite avec cette relation où à chaque fois que je rencontrais quelqu'un, je me disais, elle est un peu moins pire que lui. Et finalement, j'avais construit mon échelle par rapport à lui. Alors certes, elle était totalement disproportionnée. Et elle m'a fait comprendre ce que c'était réellement l'amour. Et je lui dois tout. Je lui dois mon fils que je n'aurais pas été capable de porter par ce qui m'est arrivé, puisqu'aujourd'hui, je serais incapable de pouvoir faire la procédure de PMA pour pouvoir tomber enceinte. Donc aussi, c'est une chance finalement que de l'avoir rencontrée parce que grâce à elle, eh ben, le rêve de ma vie qui était de devenir mère s'est exaucé. C'est à votre fils que vous dédicacez ce livre. Je l'ai écrit pour te protéger, mais aussi pour que tu protèges. Un enfant sur 7 dans le sport serait victime de violences aujourd'hui, Angélique Cauchy. Vous avez créé une association qui s'appelle Rebond. Oui. C'est pour prévenir et guérir, enfin, ou en tout cas aider. C'est exactement ça. Il y a à la fois de l'aide et du soutien de victimes, de l'aide psychologique, juridique et des week-ends de reconstruction pour que plus aucune victime n'ait à vivre ce que nous on a vécu, c'est-à-dire être aussi seule, se sentir si perdue. Et aussi pour que justement il n'y ait plus de victimes, pour que les enfants d'aujourd'hui ne deviennent pas victimes. Et donc à travers les préventions, des actions de sensibilisation et de formation sur tous les publics, les parents, les enfants, les entraîneurs et les dirigeants. L'objectif, c'est que aujourd'hui, tout le monde soit en mesure de repérer ces signaux faibles. Et cette association, aujourd'hui, elle me porte et j'en fais mon quotidien. Elle s'appelle Rebond. Et j'invite tout le monde individuellement et aussi collectivement, les institutions publiques, les entreprises, les collectivités territoriales, à faire en sorte que ça n'arrive plus et à nous soutenir pour qu'on puisse se développer. www.assorebond.com. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci Angélique Cauchy d'avoir Merci accepté beaucoup. notre invitation ce soir. Je rappelle le titre de votre livre, Si un jour quelqu'un te fait du mal, aux éditions Stock. Merci. C'est merveilleusement écrit. Merci, c'est très d'avoir été gentil. avec nous.